cette petite pantomime illustrant ma pensée sur la tuerie, la énième tuerie survenue hier soir aux États-Unis. Je vous refais cette pantomime, mais avec parole cette fois-ci. Prenez vos enfants dans vos bras et dites-leur que vous les aimez. Barack Obama, c'est en plein ce que je pensais hier soir quand j'ai entendu Barack Obama exprimer sa peine concernant cette énième tragédie, et j'imaginais le bon parent américain prenant ses enfants dans ses bras, tout en tenant son flingue. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal. Le 15 décembre 2012, mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, encore, je poursuis ma lecture de Chris Hedges. Cette fois-ci, tiré de son ouvrage La mort de l'élite progressiste, que je vous montre à l'écran. Vous voyez. Alors, je vous dis en un mot en vitesse, Chris Hedges a remporté un prix Pulitzer. Il a été correspondant de guerre pour le New York Times pendant 15 ans et il enseigne à diverses universités. Également, aujourd'hui, c'est la guignolée du docteur Julien. Et je vous dirai simplement ici que les pauvres ont davantage besoin d'une implication sociale et politique de nous, les privilégiés, que des gestes de charité, des gestes d'aumône. Si nous voulons vraiment aider les pauvres, eh bien, travaillons à changer les structures de la société. Je sens partout un tel mépris des pauvres que ce mépris-là m'accable. Et tout ce culte de la responsabilité personnelle est une grande supercherie. Je comprends que nous avons tous une responsabilité personnelle dans nos vies. Mais une fois que la personne a été broyée dans l'engrenage et la destruction commence assez tôt, merci, tous ces enfants maltraités, mal nourris. Pour moi, c'est un objet de scandale incroyable que les banques canadiennes ont dégagé des profits de 30 milliards et que les banques alimentaires de Montréal ne suffisent plus à la demande. Si vous ne voyez pas le lien qu'il y a là, je pense que ça sert à rien que vous m'écoutiez. Et puis moi, ben, j'en accuse, ben, pas juste moi, d'ailleurs, c'est le thème de l'ouvrage de Chris Hedges. J'en accuse les élites intellectuelles, responsables de ça, par leur silence, leur compromission, leur indifférence, leur justification morale, et j'en passe. Alors j'enchaîne immédiatement. En 1954, dans un article intitulé This Age of Conformity, Irving Howe observait que l'idée même, ça c'est un passage très important, que l'idée même d'une vocation intellectuelle, d'une existence consacrée à des valeurs, impossibles à concrétiser par une civilisation fondée sur le commerce, a graduellement perdu son attrait. C'est cela bien plus que le renoncement à quelques programmes qui caractérisent notre débâcle. La croyance voulant que le capitalisme soit le moteur par excellence du progrès humain, poursuivait-il, est claironnée par tous les moyens possibles, qu'il s'agisse de propagande officielle, de publicité institutionnelle ou d'articles savants rédigés par ceux-là même qui, voilà encore quelques années, comptaient parmi ses plus farouches opposants. Ceux qui n'ont vraiment aucun pouvoir, ce sont ces intellectuels, les nouveaux réalistes qui s'installent dans les lieux de pouvoir et renoncent à leur liberté d'expression sans obtenir le moindre poids politique en retour, écrivait Hall. Élément essentiel de l'histoire intellectuelle américaine des dernières décennies, ainsi que des rapports entre richesse et esprit, sitôt qu'ils sont absorbés par les institutions,
non seulement les intellectuels renoncent-ils à leur esprit rebelle, mais ils cessent en quelque sorte d'agir en intellectuels. Ce qui faisait dire ici à Jean-Paul Sartre que le rôle des intellectuels, c'est d'être des empêcheurs de tourner en rond. L'espoir renaîtra avec le retour du discours de la lutte des classes et de la rébellion, discours dont le lexique de l'élite progressiste a été expurgé. Cela ne signifie pas qu'il faille partager toutes les idées de Karl Marx qui prônaient la violence et dont le culte de l'État comme instrument de l'utopie a suscité une autre forme d'asservissement de la classe ouvrière, mais il est impératif de reprendre le vocabulaire marxiste. À l'instar de Marx et d'Adam Smith, il faut comprendre que les grandes entreprises ne s'intéressent nullement au bien commun. Elles exploitent, polluent, appauvrissent, répriment, tuent et mentent pour s'enrichir. Elles évincent des familles pauvres de leur logis, laissent mourir les personnes non assurées, mènent des guerres inutiles en vue de réaliser des profits, contaminent les écosystèmes, démantèlent les programmes sociaux, pillent le trésor public et écrasent les mouvements populaires qui luttent pour la justice sociale. Elles adorent l'argent et le pouvoir. Le capitalisme débridé, Marx l'avait saisi, est une force révolutionnaire qui engloutit un nombre sans cesse croissant de vies humaines jusqu'à ce qu'elles finissent par se dévorer elles-mêmes. À la fin du 19e siècle, Dostoïevski a fait la satire virulente d'une élite progressiste russe devenue inutile et dont le déclin laissait présager une sanglante période de terreur. Dans des romans comme Les Possédés, il écrivait que l'impuissance et l'indifférence de cette élite, tout comme son incapacité à défendre les idéaux auxquels elle souscrivait, annonçaient une ère de nihilisme moral. Dans les carnets du sous-sol, il brossait le portrait des rêveurs déchus de l'élite progressiste, qui expriment des idéaux élevés sans lever le petit doigt pour les réaliser. Parenthèse, ou encore qui donne à des organismes caritatifs, comme aujourd'hui, on va jeter quelques dollars dans les chaudières de ce bon docteur Julien, qui par ailleurs est une excellente personne et dont le travail est malheureusement nécessaire. Mais ce sont les structures, nom de Dieu, qu'il faut changer. Ces structures-là qui fait qu'on nous acceptions quotidiennement cette misère-là humaine autour de nous et que nous accablions même ces pauvres en les jugeant responsables de leur propre misère. Mais comment qu'on peut tenir ces propos-là? Ça va mal finir tout ça. Ça va mal finir. Et puis, on n'est même pas capable d'expliquer. On ne veut pas réfléchir à tous ces types qui rentrent dans des écoles, des fous. Des fous, ouais, d'accord, ça se résume à ça, des fous. Non, ils nous disent quelque chose, ces gens-là, mais on ne va pas réfléchir, on va verser des larmes, on va allumer des bougies. On ne réfléchira pas à qu'est-ce qui pousse ces individus-là à commettre des gestes si monstrueux. Sommes-nous devenus si monstrueux, si apathiques? Mais qu'est-ce que ça va nous prendre pour nous réveiller? Le protagoniste et narrateur du roman pousse la faillite du libéralisme progressiste à son extrême logique. Il refuse tout élan de générosité et rejette les finalités morales, leur préférant la raison calculatrice. Au nom de ses idéaux humanistes, il se montre accommodant envers une hiérarchie corrompue en déclin. Ben oui, hein, ça je l'entends à Siété. Quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, il y a toujours eu de la corruption. C'est donc commode, hein?
On peut rester tranquille là, à lire nos livres de poésie. L'hypocrisie propre à l'homme du sous-sol. L'homme du sous-sol, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que je suis d'une certaine façon? Mais je refuse ça. L'hypocrisie propre à l'homme du sous-sol mène la Russie impériale à sa perte, comme elle condamne aujourd'hui l'Empire américain. Il y a là une rupture fatale entre conviction et action. Et voici ce que nous dit Dostoïevski en nous décrivant cet homme, ce nihiliste satisfait qui se réfugie dans l'esthétisme. Je ne suis parvenu à rien, pas même à devenir méchant. Je n'ai pas réussi à être beau, ni méchant, ni une canaille, ni un héros, ni même un insecte. Et maintenant, je termine mon existence dans mon petit coin, où j'essaie piteusement de me consoler, d'ailleurs sans succès, en me disant qu'un homme intelligent ne parvient jamais à devenir quelque chose, et que seul un imbécile y réussit. Oui, messieurs, l'homme du 19e siècle a le devoir d'être essentiellement dénué de caractère. Il y est moralement obligé. L'homme qui possède un caractère, l'homme d'action, est un être essentiellement médiocre. Ouais, puis franchement, hein, c'est riche une fois, c'est pauvre une fois parvenu au pouvoir. Hein. Ils seront pas mieux que nous, au fond, n'est-ce pas? Les canailles en devenir, c'est pauvre. Bon, je mange la main. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Finale impromptu. Il y a une pensée, je vais conclure là-dessus. Il y a une phrase que j'ai dans la tête. Je sais même pas ce qu'elle veut dire, en fait. Mais elle illustre un peu mon état d'esprit. Comment s'en sortir quand on s'en est sorti? Moi, vous le savez, vous me connaissez un peu, vous le savez que je viens de l'underclass, que je viens du lumpen prolétariat. Et je pourrais me donner un exemple. Oui, moi, je m'en suis sorti, mais je considère que je m'en suis sorti pour deux raisons. La première, à cause de mon imagination, justement, très féconde. Une imagination qui était incapable d'accepter la réalité telle qu'elle était, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été quelqu'un de réaliste. Je n'ai pas accepté aucun déterminisme, ni sociaux, ni psychanalytique, dans ma propre vie. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, là. C'est que moi, je me suis cru libre très tôt. Et je n'acceptais pas qu'on entrave cette liberté. Et la deuxième raison pour laquelle je m'en suis sorti, ou du moins que je crois que je m'en suis sorti, eh bien, c'est que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, simplement. Que mon mérite, faudrait pas que je l'exagère trop. Parce que ce mérite-là pourrait être à nouveau une prison. De me faire croire que j'y suis pour beaucoup. Donc, comment s'en sortir quand on croit qu'on s'en est sorti? Faudrait pas exagérer nos mérites personnels. Ne pas être trop pharisien. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez toute la suite. Je vous quitte en vous montrant la mort de l'élite progressiste. Je ne vois que cela autour de moi. Des gens extrêmement intelligents, formés, fortunés, qui peuvent faire une différence, mais qui ne la font pas en se justifiant que l'être humain n'en vaut pas la peine. Merci, bonne journée.